Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour assister à cette rencontre, la troisième, on est en mars, ouais, la troisième de l'année déjà, pour parler génétique et notamment de CRISPR-Cas9. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va commencer par ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, fin novembre 2018, vous êtes peut-être passé à côté, moi-même à l'époque j'étais bien passé à côté de cette actu, on annonçait la naissance des premiers bébés génétiquement modifiés. C'est arrivé en Chine et la nouvelle a fait vraiment l'effet d'une bombe dans le milieu scientifique, mais en dehors du milieu scientifique. Et c'est à ce moment-là que cet outil moléculaire, dont on parlera pas mal ce soir, CRISPR-Cas9, a vraiment éclos dans le débat public. C'est vraiment à ce moment-là, fin novembre 2018, avec la naissance de ces bébés génétiquement modifiés, que le grand public a commencé à s'intéresser, petit, hein, je ne dis pas que c'était... Enfin voilà, on n'a pas autant parlé CRISPR-Cas9 que du Covid ou de la guerre en Ukraine, j'irai pas jusque-là, mais quand même, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'y intéresser. Et c'est là-dessus qu'on avait envie de revenir ce soir, faire un peu un point sur où on en était de cette technologie, de cet outil moléculaire, les fameux ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, parler de l'état actuel de la recherche, des applications, je me replace, pardon, des applications sur l'espèce humaine bien sûr, mais aussi sur le vivant en général. On parlera notamment OGM versus CRISPR, est-ce que c'est la même chose ou pas, les applications sur les animaux et sur le végétal en général, et bien sûr sur l'espèce humaine, je l'ai dit. Et on fera un petit point sur l'éthique aussi, bien sûr. Est-ce qu'on a tout intérêt à ce que demain on soit toutes et tous génétiquement modifiés ? C'est une question qu'on se posera. Peut-être que oui, on verra. Peut-être que non, on verra aussi. Et on parlera aussi un peu de l'état, je l'ai dit, un peu de l'état actuel de la recherche, mais on parlera aussi de la rapidité avec laquelle cette technologie avance. Voilà. On fait le point aujourd'hui. Est-ce que si on fait le point l'année prochaine ou dans 2 ans, tout ce qu'on dira ce soir sera caduc ou pas ? Voilà. On essaiera vraiment de faire un bilan total et surtout, j'oubliais, on essaiera de définir avant tout ce qu'est CRISPR. Si ce soir, vous repartez en disant CRISPR, c'est ça, voilà les applications, voilà où on en est et voilà où on sera, je pense, ravis. Vous êtes d'accord ? Voilà, et la mission sera accomplie. J'espère qu'on arrivera jusque-là. On se donne 1 heure et un peu plus avec vos questions. Et pour répondre à cette mission, on a la chance d'avoir 2 intervenantes avec nous ce soir. Béatrice Turc, bonsoir. Rebonsoir. Vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes directrice de la plateforme édition du génome CRISP Edit. C'est bien ça ? Vous pouvez prendre votre micro. Oui, c'est bien ça. Donc merci d'être là ce soir, Béatrice. Et on a avec nous également Aline Richard-Zivolava. Bonsoir, Aline Richard-Zivolava. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé. Et vous êtes notamment l'autrice, même si je sais que vous n'aimez pas qu'on dise autrice, mais plus auteur E, mais moi je préfère dire autrice, de la saga. C'est votre choix. C'est mon choix, exactement. Très bonne émission d'Evelyne Thomas, qui a disparu. De la saga CRISPR, que vous allez pouvoir retrouver en dédicace à la fin de la rencontre grâce à notre partenaire Mola, qui est juste là-bas, devant la marelle de l'expo. Je commence avec la première question, pour qu'on soit toutes et tous au même niveau, notamment moi. Comment peut-on expliquer ce qu'est CRISPR ? Et pour répondre exactement à cette question le plus finement possible, en fait, on va remonter un peu l'histoire de cette technologie et on va commencer avec vous, Aline, là-dessus. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est pas mal pour commencer une conférence et un débat. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune doctorant, un jeune scientifique, biologiste. Pensez aux personnes qui sont à droite aussi. Ah pardon, j'essaye de rester droite, mais devant moi j'ai un bout de carton, donc c'est pas très rigolo. Mais bon, c'est pas grave. Alors, l'histoire est la suivante. Francesco Mojica, 1993, un jeune scientifique espagnol qui est à l'université d'Alicante, et à qui on demande, son directeur de thèse lui demande d'aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté des marais salants. Il y a des marais salants à Alicante, et de regarder un peu la vie microbienne, si vous voulez, de ces marais. Alors, il s'intéresse à une bactérie qui s'appelle Halopherax,
qui a l'habitude de se nourrir de matières organiques très salées, et il est biologiste moléculaire, alors il regarde le génome de la petite bestiole, et il s'aperçoit d'un truc très étrange, c'est que dans le génome, vous savez, le génome, il y a donc des lettres de l'ADN, et certains fragments de ce génome, en fait, les lettres se lisent comme des palindromes. Alors vous savez sans doute ce que c'est qu'un palindrome, c'est Anna par exemple, ou kayak. Hein, donc ça se lit dans les deux sens. Okay, donc il s'interroge profondément. Il se dit, ça doit bien avoir une fonction biologique, ce truc, mais alors pourquoi? Et c'est vraiment le début de l'histoire de la découverte de CRISPR qui commence avec cette interrogation, des travaux de recherche, des scientifiques passionnés et passionnants, des gens qui se posent des questions, des gens qui viennent de l'industrie du yaourt, je vous raconterai peut-être ça tout à l'heure, qui vont apporter pied à pied des pièces pour qu'on comprenne un peu ce que c'est que ce système CRISPR, qu'on va définir tout à l'heure, je ne dévoile pas la chose, et on va aboutir à 2012. 2012, c'est une date importante. Attendez, 93-2012, c'est ça? Voilà, 93-2012, des premières recherches, et 2012, une publication majeure. 93, beaucoup de recherches. Donc beaucoup effectivement, sur le yaourt, des Français, là, quand même. On peut, tout le monde essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ces petites séquences que l'on voit, à quoi ça sert, et il a fallu du temps pour comprendre. Donc 80, effectivement, 2012. Et là, on définit ce que c'est que CRISPR. Béatrice. Alors là, on me laisse le choix, mais je suis obligée de prendre mes notes. Donc si vous oubliez ce que c'est CRISPR, je ne vous en voudrais pas, parce que moi-même, j'ai du mal à m'en souvenir. Donc il me faut mes notes. Les lunettes. Et mes lunettes. Donc je vais vous le dire, c'est Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeat. En français, courte répétition palindromique groupée et régulièrement espacée. Votre micro, pardon, Béatrice. Ouais. Ouais. Et alors juste, on dit CRISPR, mais c'est pas CRISPR, c'est une faute. Donc moi, je me fâche avec mes étudiants, on dit pas CRISPR, c'est CRISPR-Cas9 en français. Et donc Cas, ça veut dire CRISPR Associated Protein. Donc qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est un système naturel. Ça paraît bizarre que je vous dise ça, parce que le nom fait très artificiel, mais c'est un système naturel qui existe chez la bactérie. Et qu'est-ce que c'est ce système naturel qui existe chez la bactérie? C'est un peu, si je peux définir, c'est comme si elle avait son système immunitaire. C'est-à-dire la bactérie va rencontrer un virus, elle va prendre un petit morceau de cet ADN du virus et le mettre dans son génome. Et elle va le garder en mémoire. Donc elle a la mémoire qu'elle a rencontré ce virus. Et puis, quelque temps après, elle re-rencontre ce virus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se souvient qu'elle l'a rencontré parce qu'elle l'a intégré dans son ADN. Et du coup, avec sa protéine Cas9, il va y avoir un complexe avec l'ARN du virus qu'elle va synthétiser. Et elle va du coup détruire l'ADN du virus qui l'attaque. Donc, CRISPR, c'est en fin de compte un système naturel de défense de la bactérie contre les virus qui l'attaquent. Et donc, on peut dire que c'est comme un système immunitaire parce qu'elle garde en mémoire la première attaque. Et après, elle pourra se défendre contre ce virus qu'elle a déjà vu une fois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ce système naturel? Vous allez me dire que vous n'êtes pas des bactéries, donc vous en fichez un peu, mais vous avez bien tort. Vous avez bien tort parce que ce système immunitaire de la bactérie va être en quelque sorte... comment on dit ça en français? Hijacké. Aide-moi. Va être détourné. Voilà, détourné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Va être détourné par les chercheurs pour faire quoi? Pour en faire un outil biotechnologique extrêmement puissant qui va nous permettre de modifier l'ADN de tous les êtres vivants qui sont sur cette planète, de la petite bactérie dont on a parlé, jusqu'à l'être humain, en passant par les plantes, les animaux, etc. etc. C'est ça la magie, si je puis dire, de CRISPR, c'est que ça existe dans la nature depuis des milliards d'années, puisque les bactéries sont des très anciens habitants de cette planète, contrairement à nous. Et le fait que des scientifiques dont on a parlé, arrivent à trouver un moyen de le détourner pour soigner des gens, pour modifier des plantes
et peut-être demain pour changer l'espèce humaine. On en reparlera. Blanc. Donc on reprend. Vous vouliez ajouter quelque chose, Béatrice, là-dessus? Non, non. Très bien. Vous approuvez en tant que scientifique? J'approuve la définition, oui. Très bien. On peut continuer. J'ai eu une petite sueur. On continue. Donc là, on est en 2012. Il y a un premier papier scientifique qui sort sur le sujet. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait, qui est signé par deux personnes, enfin notamment, parce que les papiers scientifiques sont signés par plusieurs, des fois par des dizaines de personnes. Là, il y a deux chercheuses, Emmanuelle Charpentier, française, Jennifer Doudna, américaine, qui vont avoir le prix Nobel en 2020 pour ce travail qui est publié, je crois, si mes souvenirs sont bons, le 28 juin en ligne dans la revue Science, et qui donc décrit le système naturel dont on vous a parlé et décrit l'utilité biotechnologique. Donc à partir de là, c'est le deuxième étage de la fusée, c'est lancé. Tout le monde va s'emparer, tout le monde. Les gens dans les laboratoires de biologie moléculaire et de génétique vont s'emparer de CRISPR pour en faire des tas de choses. Alors, elles ont décrit effectivement le système, mais on est toujours au niveau de la bactérie, là. Sauf que derrière, il y a un chercheur, donc Feng Zhang, du Broad Institute aux États-Unis, qui, lui, a tout de suite vu la potentialité du système et a travaillé d'arrache-pied pour sortir même pas un an, quelques mois après, 6 mois après, un papier où là, avec ce système, il modifiait des cellules eucaryotes, c'est-à-dire que les cellules des mammifères et des plantes. Et donc là, le système s'était lancé, on pouvait modifier. Et Feng Zhang, il a fait quelque chose, c'est qu'il a mis, donc pour le détourner pour les mammifères et les plantes, il a modifié, enfin il a fait des constructions moléculaires, il a modifié quelques trucs. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis tout de suite à disposition gratuitement de toute la communauté scientifique internationale. On avait juste à payer les frais de port, qui étaient de 65 €, et on recevait nos plasmides pour faire CRISPR. Donc moi, j'ai démarré CRISPR en fin 2013-2014, j'ai commencé les premières expériences CRISPR. Voilà. À l'époque, est-ce qu'on parle déjà d'application quand on dépasse le stade bactérie? Est-ce qu'on parle déjà sur l'espèce humaine? Est-ce qu'on parle bébé génétiquement? À l'époque, c'est le Graal des généticiens moléculaires que je suis. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce on passe notre temps, nous, à regarder ces 4 lettres, GATC, comment elles sont, dans quel ordre, tout ça. Et on se dit, il va falloir que je modifie ce C en T pour voir ce que ça va faire si je traite mes cellules avec ça. Et ça, modifier un C en T, à l'époque, ça prenait beaucoup de temps quand même. Je crois qu'il faut à cette étape-là rappeler en fait qu'en fait CRISPR, ça ne vient pas de la planète Mars. C'est l'aboutissement d'une certaine façon. C'est l'aboutissement de la science qui est la génétique ou la biologie moléculaire qui a toujours voulu transformer le vivant. Et ça, depuis les années 70, même probablement avant, mais je vais prendre les années 70, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de Nobel d'ailleurs aussi, des choses qui sont un peu techniques. Je vais juste en citer une parce que vous en avez évidemment, comme moi, entendu énormément parler, qui est la PCR, la fameuse PCR pour décrypter l'ADN. Les PCR, les tests? Oui, Polymerase Chain Reaction. Le fameux test PCR qui permet... Réaction de polymérase en chaîne, nous sommes en France. Voilà. C'est mis en français. Et donc qui permet de débusquer le SARS-CoV-2 ou d'autres virus. Donc depuis la fin des années 70, je dirais le milieu des années 70, on a voulu modifier l'ADN. Et ça a toujours posé des problèmes. On va parler d'éthique tout à l'heure, mais je voudrais juste citer un événement important dans l'histoire des sciences et des idées, qui est 1974, une conférence qui se passe à Asilomar en Californie, qui parle de génie génétique
et de transformation de l'ADN. Pour vous dire que ce n'est pas d'hier. Il y a eu des progrès, il y a eu énormément de progrès. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant CRISPR, comme on vient de le dire, en fait, c'était très difficile de changer cet ADN. Il y avait des technologies, on ne va pas rentrer des choses qui s'appellent talent, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les mots compliqués. Non. Mais c'est... comment ça, non? mais c'était très compliqué. Pour des chercheurs, ça prenait du temps, ça coûtait des sous. Et avec CRISPR, eh bien, c'est ça qu'il faut aussi que nous autres qui ne sommes pas chercheurs comprennent, c'est que leur travail a été grandement facilité et que du coup, on a pu expérimenter sur les animaux, comme je disais, sur les plantes, etc. Alors, je vais juste rectifier, on n'a pas toujours voulu modifier l'ADN, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a commencé par vouloir le comprendre avant. Oui. Donc c'est pas tout à fait la même façon. Oui. La même façon. On n'est pas des savants fous quand même. Oh bah, j'ai pas dit ça. Voilà. Donc voilà, non, on voulait comprendre l'ADN. Et pour le comprendre, il fallait savoir quelquefois si on modifiait juste quelque chose, qu'est-ce que ça faisait. Donc c'est pour ça qu'on cherchait à faire des modifications pour être sûr qu'on se dise ce gène il est comme ça parce que là il y a un A. Effectivement, si je mets un T, ça va être autre chose. Voilà. Prenons l'exemple de ces fameux bébés génétiquement modifiés de 2018, cas pratique. Peut-être Aline nous raconter un peu l'histoire. C'est ce que vous faites au début de votre livre. Oui. Oui, parce que c'est un événement quand même incroyable, quoi. C'est juste dingue cette histoire. C'est une illustration, je dirais, extrême de cette technologie CRISPR. Faut pas résoudre et faut pas réduire, CRISPR à cette affaire des bébés génétiquement modifiés. N'empêche que c'est quand même drôlement important. Ne serait-ce parce qu'il y a 3 personnes qui sont nées sur notre planète à l'heure d'aujourd'hui, qui sont nés en novembre 2018 et qui ont été génétiquement modifiés avec effet sur la descendance. J'y reviendrai. Ce qui s'est passé, c'est que ça se passe en Chine, avec un chercheur qui n'est pas du tout un savant fou, justement, qui est un type qui veut réussir et qui sait se débrouiller pour réussir. Il fait un postdoc aux États-Unis et il revient en Chine. Il a de l'argent de l'État et il va essayer. Il s'intéresse à CRISPR parce que ça va lui permettre, dit-il, je cite ce qu'il a pu écrire, ça va lui permettre en fait d'exister en tant que chercheur et de faire parler de lui. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait présider, si je puis dire, à la naissance de 3 bébés dont les embryons ont été génétiquement modifiés grâce à cette technologie CRISPR. Peut-être que là, pour que vous vous rendiez compte de façon un peu concrète, avec CRISPR, c'est quoi? Vous avez entendu le terme ciseaux à ADN. En fait, moi, je préfère parler de logiciel de bureautique. Vous savez, sur nos ordinateurs, on coupe, on colle, on remplace, on insère. Eh bien, en fait, le système CRISPR, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure comme outil biotechnologique, donc tiré de ce système naturel. Donc, ça permet de faire ça. Et en fait, quand Yi, c'est le chinois HE, Yi Jiankui, quand il a modifié génétiquement les embryons, c'est ce qu'il a utilisé. Il a utilisé pour changer un gène qui s'appelle le CCR5 et qu'en fait, en le changeant, il espérait, dit-il, protéger ces bébés de l'infection au virus du sida. Pourquoi? Parce que leur papa était séropositif et qu'en Chine, c'est pas de la rigolade. Quand vous êtes séropositif, vous êtes mort socialement. Et donc, il a utilisé ces gens de façon très cynique, comme cobaye, et il a modifié génétiquement des bébés. Et là où c'est important, et j'insiste vraiment dessus, c'est important parce qu'on a modifié un embryon. D'accord ? Et quand on modifie un embryon, il y a des effets sur la descendance. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est assez monstrueux. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y aura des effets. Peut-être, il n'y en aura peut-être pas, mais en théorie, c'est possible. On a modifié la lignée germinale d'un embryon humain. Donc, évidemment, c'est ahurissant et ça fait
ça nous donne le vertige. Vous voyez, on ne va pas dire qu'on a modifié l'espèce humaine, mais en fait, si, de façon stricte, on pourrait dire ça, même si ce n'est que 3 personnes. Ah oui, mais transmissible, donc 3 personnes plus toute la descendance. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Beaucoup plus que 3 personnes. Et en plus, d'accord, je suis d'accord avec le système bureautique, on coupe, sauf que quelquefois on coupe et on colle, mais ah mince, on a fait une mauvaise manipulation. Tout à fait. Donc on n'a pas collé ce qu'on voulait. Ou on coupe, mais ah mince, j'avais voulu couper tous les mots qui commençaient par C-O-N-T. Ah, je me suis trompée, j'ai aussi coupé ceux qui commençaient par C-O-N. Et donc ça, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il a coupé. Donc il a effectivement coupé ce gène-là, CCR5, pour éviter que et encore on n'en est même pas sûr du résultat, pour éviter qu'elle soit contaminée par le virus du sida. Mais il y a certainement d'autres gènes à côté qui ont été coupés. Donc qu'est-ce qu'il transmet à la descendance? Peut-être beaucoup plus qu'un seul gène muté. Oui, oui. C'est la seule personne qui aujourd'hui est capable, ce chercheur chinois, de faire cette manipulation? Non. Quand il l'a fait, tout le monde était capable de le faire. Moi, j'étais capable de le faire. Pas réimplanter des embryons, je n'y connais rien du tout en réimplantation, mais prendre des cellules et les modifier comme il l'a fait, on pouvait le faire. Tout à fait. C'était accessible par tout biologiste moléculaire pouvait le faire. Donc, on espérait que, normalement, on a une certaine éthique quand on est chercheur, donc on ne fait pas n'importe quoi. Mais on craignait que quelqu'un le fasse. Donc ça a été un choc, mais pas une surprise quand même. Mais un choc que quelqu'un ait osé faire ça. Voilà. Parce que c'est pas une preuve. Tout le monde savait que c'était faisable. Donc c'est voilà. On va rester sur ce qui est faisable aujourd'hui avec CRISPR, avec vous, Béatrice. Est-ce qu'il y a d'autres champs de recherche, oui, et d'autres applications? Il y a plein d'applications. Alors des applications, les applications sur l'homme, sur les plantes, sur qu'est-ce que... Allez-y. Qu'est-ce qu'on commence? Votre préféré dans l'histoire, c'est quoi? On va commencer par les applications sur l'homme, les traitements des maladies. Donc il y a quand même donc le premier traitement CRISPR chez l'homme date d'il y a 2 ans. Et c'est une personne qui s'appelle Victoria Gray, américaine, qui souffrait de drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie assez répandue où vous avez les globules rouges en forme de faucille et qui fait que votre sang est plus oxygéné, vous êtes essoufflé, vous n'avez pas une vie normale, le moindre infection, enfin, c'est l'enfer. Donc c'est vraiment une maladie qui est insupportable. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces cellules souches qui donnent naissance aux globules rouges. On les a pris, elles ont été modifiées par CRISPR et on les a réimplantées. Donc attention, on n'a pas modifié la lignée germinale. Donc ce qu'on a fait, elle transmettra toujours la maladie à ses enfants. Mais par contre, ça a été fait et en l'espace de quelques mois, elle a repris une vie normale. Elle a repris l'avion qu'elle n'avait pas pris depuis 10 ans. Et donc là, c'était il y a 2 ans. Actuellement, elle a repris un travail de caissière et elle a une vie de femme normale. Et donc, c'est super. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Après, il y a d'autres maladies. C'est beaucoup de maladies hématologiques qui sont plus faciles à manipuler, je dirais. Et c'est que des maladies génétiques. Donc c'est une maladie où il y a un changement qui fait qu'on peut faire ça rapidement, un seul gène. Donc il y a aussi la bêta-thalassémie qui a aussi été traitée de la même façon et qui est en essai clinique pour le moment, et ça se passe bien. C'est quoi cette maladie? C'est pareil, c'est une maladie du sang aussi. C'est le cancer du sang parce que c'est plus facile. Vous prélevez les cellules de la moelle osseuse qui régénère toutes les cellules de sang. Donc c'est beaucoup plus facile. Vous faites, juste pour être bien précis, vous faites la distinction entre ce savant qui n'est pas si fou chinois qui joue sur la lignée et là le fait que cette dame ne pourra pas transmettre. C'est-à-dire juste... Elle ne peut pas transmettre. C'est-à-dire que ses enfants auront la maladie. Ces enfants auront toujours la maladie. Voilà. Parce qu'elle ne transmettra pas. Ce n'est pas dans les cellules germinales. C'est l'un des gros débats actuellement qui est à la fois scientifique et éthique. C'est le fait de savoir si un jour on s'autorisera à modifier la lignée germinale pour se débarrasser de maladies qui sont des trucs absolument immondes et des vraies saloperies. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est une question éthique et vertigineuse.
Par exemple, je ne citerai qu'un exemple, c'est une maladie qui s'appelle la maladie de Huntington, qui est un truc absolument terrible, où les gens perdent la mobilité, deviennent complètement fous. Je trouve que raconte dans mon bouquin que Si vous voulez que les gens à droite achètent aussi le livre. Ah oui, pardon. Alors, non, surtout, il faut que vous achetiez aussi le livre. Non, je raconte dans mon livre que j'ai dans mon cercle d'amis quelqu'un qui est touché par ça. Hein, et dont la mère est morte effroyablement à l'asile et dont le frère vient de mourir. Et je peux vous dire que quand on est frappé par la maladie de Huntington, donc qui est une maladie génétique, quand vous lisez dans la presse scientifique ou même dans la presse généraliste, Le Monde avait fait un papier là-dessus, quand vous lisez qu'il y a une technologie qui s'appelle CRISPR qui pourrait être utilisée sur l'embryon et donc enlever la malédiction qui pèse sur votre famille, c'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même pas rien. Donc c'est vrai que le chinois, on ne peut être que scandalisé, on l'est absolument tous, mais je sais, et c'est une réalité, il y a des discussions parmi la communauté scientifique sur ce point très vertigineux qu'est de savoir si oui ou non, et dans quelles conditions, bien sûr, on peut modifier le génome d'un embryon pour le débarrasser de maladies telles que Huntington. Alors attention, parce qu'en France, c'est complètement interdit. La recherche sur les embryons est totalement interdite, donc on ne peut rien faire. Par contre, elle est autorisée en Angleterre à condition qu'il ne soit pas réimplanté. Et elle est quand même interdite pour tout embryon réimplanté internationalement. Voilà. Est-ce qu'on a tout intérêt à ce que ce soit encore interdit? Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à tester, se donner un temps nécessaire pour tester sur les embryons pour qu'un jour on puisse faire en sorte que ce soit sans danger? Est-ce que ça, c'est une option? C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt, là. C'est trop tôt et trop dangereux, on ne maîtrise pas. Donc on ne peut pas. On ne maîtrise pas assez la technologie. Les coups de ciseaux peuvent partir un peu à côté de là où ça devrait partir. Donc, voilà. Béatrice souligne un point qui est un point très important, qui est les erreurs. Hein, parce qu'il ne faut pas penser, même si on trouve que c'est de toute façon assez extraordinaire comme technologie, il ne faut pas penser que c'est sans erreur. Les spécialistes appellent ça les off-targets, qui sont effectivement on peut considérer, comme disait Béatrice, que ça coupe au mauvais endroit. Hein. Donc ça provoque des choses. C'est les externalités négatives en économie. Si on veut, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors ça se calcule d'ailleurs informatiquement. Il y a des bioinformaticiens qui font qui font du logiciel pour savoir effectivement, pour essayer de cerner un peu ces erreurs-là. Mais effectivement, on est très loin d'une technologie qui serait simple, facile et 100% de réussite. Est-ce que ce qu'on n'ose pas faire sur les humains, on l'a déjà fait sur les animaux ou sur les végétaux? Et parce que ça me fait beaucoup penser aux OGM quand même quand on en parle là. Oui, enfin sur les animaux, oui. On l'a fait, justement, la maladie de Huntington, elle a été faite sur le chien. Et effectivement, ça marche avec des bons résultats. Il y a eu aussi, pour éliminer le VIH, puisque les gens porteurs de VIH l'ont toujours dans leur organisme, donc ça a été fait avec succès chez le macaque. Donc ça, c'est ce qui est le plus proche de nous. Après, il y a beaucoup de choses sur les plantes, hein, parce qu'on parle que de maladies, mais CRISPR est dans nos assiettes. Ouais. Alors il y a sur les animaux, juste 2 mots sur les animaux, parce qu'il y a des tas d'histoires absolument aussi un peu extravagantes, il faut parler des plantes en même temps, parce que vous voyez bien que là on parlait de santé humaine, ce qui nous intéresse tous et ce qui est au cœur de nos préoccupations, mais il y a aussi je dirais l'agriculture et l'élevage. Et là, on parle de quoi? On parle d'économie. CRISPR, c'est un outil économique aussi. C'est-à-dire que, je raconte aussi que, par exemple, les éleveurs veulent parfois, surtout les grands élevages, ils veulent des bovins sans cornes. Hein, parce que c'est difficile à gérer dans un élevage avec les bestioles qui se mettent des coups, etc. Ils ne peuvent pas les couper, les cornes? Ça se coupe, mais c'est douloureux pour la bête.
c'est douloureux pour la bête. Et oui, les cornages existent, hein, et il existe. Mais bon, alors certains d'entre vous souriront et penseront que c'est très paradoxal. C'est au nom du bien-être animal qu'on peut utiliser CRISPR, par exemple, pour décorner des bestiaux, parce qu'on va créer une race sans cornes. Donc, c'est au nom du bien-être animal. Bon, il y a des tas d'histoires comme ça du côté des bêtes. Moi, je vais répondre l'histoire des cornes, parce que, bon, je vais faire l'avocat du diable, mais les éleveurs, il y a des jeunes éleveurs qui veulent garder les vaches avec des cornes. Pourquoi ? Parce que comment on voit la santé d'une vache à ses cornes ? Enfin, moi, j'y connais rien, mais quand vous regardez les cornes de la vache, vous pouvez voir si elle est en forme ou pas. Si elle n'a plus de cornes, elle va rester malade, elle va contaminer le troupeau, et donc c'est pas forcément le mieux. Donc c'est pour ça, attention, enlever les cornes, c'est pas forcément bien. Non, mais de toute façon, le grand élevage c'est ce que je disais, effectivement, les obligations et les incitations économiques sont, voyez bien, là pointe à nouveau leur nez, de la même manière qu'il y a eu ce débat qui a été très très long en France sur les OGM. Bon, les plantes génétiquement modifiées grâce à CRISPR, c'est quoi à votre avis ? C'est bien des organismes génétiquement modifiés, ou alors je ne sais plus parler français. Mais attention, la définition d'organisme génétiquement modifié, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un organisme génétiquement modifié avec insertion d'un ADN étranger. Oui, certes, certes. Oui. Mais sur le fond du français, en fait, effectivement, la différence est majeure. Elle est majeure. Parce qu'effectivement, les OGM à la papa, hein, ce qu'on en a entendu parler, le maïs, vous savez, tous ces trucs, on insère un gène étranger. Hein. Le maïs, par exemple, on insère un gène d'une bactérie qui s'appelle BT, qui est une bactérie insecticide. Donc voilà, ça provoque des choses intéressantes du point de vue des agriculteurs. Il y a plein d'OGM. D'ailleurs, je n'aime pas trop mettre tous les OGM dans le même sac parce que ça dépend quand même en gros de ce qu'on veut faire. Et CRISPR, c'est pareil, quoi. CRISPR, en fait, effectivement, il n'y a pas d'introduction de gènes étrangers, a priori non. Mais vous modifiez l'ADN de l'espèce pour des buts agronomiques. Hein. Alors ça peut être, alors quand même je précise parce que on peut être anti-OGM, peut-être certains d'entre vous le sont ou pas, je sais pas, mais il faut quand même admettre, prendre un temps de réflexion parce que si vous voulez, quand OGM, ça dépend à qui ça profite aussi. Dans l'absolu, pourquoi se dire, par exemple, imaginons qu'on fasse un OGM pour faire des plantes en conditions climatiques extrêmes, ce qui risque quand même de nous tomber sur le coin de la figure avec les changements climatiques. Vous voyez, tout ça doit se réfléchir et on doit s'informer. C'est ce que j'essaye de faire en tant que journaliste et en tant qu'auteur, c'est que je voudrais que les gens s'informent. Et les plantes CRISPR il y a de l'actualité, hein, c'est-à-dire que ça s'appelle les plantes génétiquement modifiées. Il y a des débats au Parlement européen, au niveau de la Commission, là-dessus. Ça recommence à se bagarrer comme au bon vieux temps des OGM. Mais c'est une réalité. Et je terminerai juste en disant que sur le marché actuellement, en tout cas au Japon et aux États-Unis, il y a les premières plantes CRISPR, il y a les premiers aliments CRISPR. Aux États-Unis, c'est un champignon qui, quand vous savez, les champignons blancs, là, les champignons de Paris qui sont blisterisés, là, quand vous les touchez de trop, ça noircit. Avec CRISPR, ça noircit plus. C'est génial, non ? Vous êtes content pour vos salades. Et puis, il y a au Japon, il y a une tomate qui est CRISPRisée. Hein, qui est génétiquement modifié grâce à CRISPR et qui est censé nous rendre de bonne humeur. Parce que, mais je vous assure, ils ont en fait la manipulation génétique, elle consiste à accroître un taux dans la tomate, hein, qui est déjà un taux d'un élément chimique, en fait un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Plus on a de GABA, plus paraît-il on est de bonne humeur. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. C'est au Japon que ça se passe. Il y a quand même une petite différence entre le début de notre discussion sur les bébés génétiquement modifiés, les embryons, et les résultats aujourd'hui commerciaux de ces tomates. Là, il y a un petit gouffre entre les deux. Hein. Oui, en plus, la tomate, c'est une tomate qui n'existe pas naturellement. Donc, après, il y a des plantes génétiquement modifiées,
mais qui existeraient naturellement, que l'on pourrait obtenir par croisement, comme on faisait autrefois les croisements génétiques, mais qui durent beaucoup de temps. Alors pour améliorer, faire un peu de mutation, on les irradiait, les plants, et après on sélectionnait ceux qui étaient les mieux, ceux qui poussaient comme on a fait, comme la pêche plate. Vous connaissez la pêche plate ? Ouais. La pêche plate, elle est issue de Villeneuve-d'Ornon. C'est un croisement entre une pêche qui avait bon goût et une pêche qui était belle. Et ça a donné la pêche plate. Et ça, c'est par croisement. Et on pouvait faire la même chose pour les tomates, sauf que les tomates, on les a tellement sélectionnées que maintenant, elles ont toutes le même goût. Elles ont des formes différentes, mais on ne voit pas la différence de goût. Et donc là, on est en train, par CRISPR, de prendre un plant sauvage de tomates, mais qui donne des tomates un peu petites, avec beaucoup trop de branches. Donc, ils sont en train de regarder par rapport aux tomates existantes pour modifier exactement le même gène. Donc, ça va un peu plus vite que par croisement, où ça va durer pendant 10 ans, parce qu'il a fallu 10 ans pour commercialiser la pêche. Donc là, en une petite année, on va obtenir des tomates qui vont reprendre le goût des tomates que même, je ne sais pas si moi, je les ai connues. Donc, voilà. Donc donc CRISPR, ça fait, sans modifier, ça fait gagner du temps. Ça modifie, mais on pourrait le faire naturellement, par croisement. Voilà. C'est pour aller plus vite. Il y a un autre point que je voulais aborder, c'est le terme de forçage génétique. Si on prend l'exemple, par exemple, des moustiques dans certains pays d'Afrique, est-ce qu'il y a des recherches et peut-être des applications, ça je ne sais pas, sur comment éradiquer ces moustiques pour éradiquer le paludisme auprès de populations les plus fragiles? Est-ce que là, CRISPR a un intérêt? Est-ce que ça a déjà été testé? Aline, là-dessus peut-être? Oui, alors donc le forçage génétique, on s'excuse sur cette estrade pour prononcer ce mot de jargon qui est, je pense, pas tellement compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas dans le coup scientifique. Vous êtes en train de les juger là en fait. Ouais, je les juge. Ouais. Je suis sûre que j'ai raison. Et donc je vais utiliser un mot anglais que je trouve beaucoup plus clair personnellement, qui s'appelle le gene drive. Drive, vous savez, conduire. Et gene, c'est le. Alors, c'est quoi cette chose-là? Juste, c'est quoi le gene? Le gène. Gene drive. Excuse-moi pour mon accent anglais. Désastreux. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est une modification génétique qu'on balance dans une espèce, alors une espèce qui se reproduit vite, comme des moustiques ou des insectes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va se diffuser dans l'espèce à travers les générations de façon bien plus efficace et bien plus forte que ce qui se passerait naturellement. Vous avez entendu parler des lois de l'hérédité. Certains d'entre vous connaissent les lois de Mendel, qui sont effectivement, vous savez, les petits pois, là, les expérimentations du moine du temps de la Renaissance. Non, en fait, les 200 ans de naissance de Mendel actuellement, en 2022. Oui, c'est vrai. Oui. Merci Wikipédia. Merci bien. Bref, le gene drive ou le forçage génétique, c'est vous passer en force une mutation dans une lignée, d'accord? Donc dans une lignée de moustiques, mettons que je mette un élément génétique qui induit de la stérilité. Okay. Je mets ça, je balance ça chez certains moustiques qui se reproduisent, bien sûr. Ces bestioles-là, ça peut se passer dans une cage. Donc, au bout d'un moment, le gène qui va commander cette stérilité va se répandre, vous êtes d'accord, et vous n'aurez plus de moustiques au bout d'un certain nombre de générations. 7 générations. 7 générations, voilà. La scientifique est quand même nettement plus précise que la journaliste. Donc, en fait, ça fait ça. Donc, alors, évidemment, on expérimente ça sur des bestioles qui sont vraiment pas recommandables, qui sont les moustiques porteurs du paludisme. Okay, donc les anophèles.
évidemment, qui va parmi nous défendre ces bestioles? Assez peu de monde. Mais évidemment, l'histoire, elle ne tient pas qu'à ça. C'est-à-dire qu'il peut se passer, on disait tout à l'heure avec Béatrice qu'il y avait des erreurs possibles. Et là, c'est pour moi un truc important dont je vous parle ce soir. Tout au cours de mon enquête qui a duré quelques années pour écrire mon bouquin, c'est peut-être l'élément qui m'a personnellement fait le plus peur. Okay, j'ai assisté à un congrès de spécialistes de Gene Drive. C'était en 2020 à Vienne, en Autriche. Et j'ai discuté avec les gens. J'ai essayé de me faire mon opinion. Et franchement, je me suis dit que c'était comme une sorte de bombe atomique, ce truc. C'est-à-dire qu'on change les lois de l'hérédité. On s'assoit en gros sur Darwin et tout ça. On change les lois de l'hérédité sur une espèce effectivement dont on veut se débarrasser. Mais est-ce qu'on sait, ce qui peut se passer? La vie, vous le savez comme moi, la vie, et c'est aussi très positif quand on y pense, elle est pleine de surprises. Elle se défend. Sinon, on ne serait pas là à discuter, vous et moi. Hein, l'espèce humaine n'aurait pas 380 000 ans d'existence, je parle d'Homo sapiens. On ne serait pas là en train de discuter s'il n'y avait pas de la vie, s'il n'y avait pas des moyens d'échapper à la mort. Donc si vous voulez éradiquer une espèce, il peut se passer quoi? Et puis effectivement, le danger quand on imagine les insectes, ça vole partout. Vous vous imaginez bien que ce n'est pas forcément parce qu'il y a une manipulation génétique qui vise une espèce que ça va rester peut-être à la même espèce. Oui, tout à fait. Oh, la transition incroyable, oui, allez-y. Bâton de parole. Oui. Non, effectivement, tout à fait. Donc le Gene Drive, le problème, c'est que ça peut se transmettre à une autre espèce. Juste où on en est sur les moustiques, est-ce que c'est appliqué? Alors, il y a des essais au Burkina Faso. Oui. Ça a été fait en essai. Ça a été fait aussi en essai dans une île. Mais après, les résultats sont un peu flous derrière. J'avoue que je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des essais. Mais on ne sait pas plus. Alors, juste sur la patate chaude, juste Aline, avant que vous continuiez sur la patate chaude, vous venez de lancer sur les répercussions. Alors les répercussions, ça peut être d'autres espèces, mais ce que je voulais quand même pour rassurer Aline, c'est que actuellement les recherches se focalisent maintenant, alors toujours sur CRISPR pour l'améliorer, mais il y a énormément de recherches et dans les derniers congrès où je suis allée avant Covid, puisque c'était un peu le problème. C'était vraiment les anti-CRISPR. Donc là, ils sont en train, toujours en étudiant, parce que le virus attaque la bactérie, pour se défendre, crée CRISPR. Mais qu'est-ce que fait le virus? Le virus, lui, fait un anti-CRISPR pour se défendre lui aussi contre la bactérie. Et donc là, actuellement, il y a une 50aine de protéines virales qui ont une activité anti-CRISPR, c'est-à-dire qu'ils vont annuler le fait que CRISPR va couper, donc va annuler l'effet de CRISPR. Donc, mais le problème, c'est que on en est au tout début, ça fait vraiment très peu d'années que ça commence, et c'est pas une efficacité pour le moment à 100%. On insère un gène de mort dans les moustiques. Imaginons que ce gène se retrouve chez les sauterelles. Les sauterelles, on remarque que les sauterelles du Burkina Faso commencent à dépérir parce qu'elles ont ce CRISPR. On va leur mettre les anti-CRISPR. Oui, alors on n'insère pas un gène, on insère la protéine Cas9 et le petit morceau d'ARN qui va modifier le gène. Et c'est ça qu'il ne faut pas que ça se transmette, mettons, à la libellule ou aux sauterelles. Et là, effectivement, si on voit qu'elles ont ça, le but, ça serait de leur mettre un anti-CRISPR pour éradiquer complètement l'efficacité de la protéine Cas9, qui ne pourrait plus couper. Donc c'est pour... C'est impossible. Quoi? C'est totalement... c'est un apprenti sorcier. Là. C'est le virus qui se défend. C'est les chercheurs qui cherchent. Alors, quand même, je quitte la science là pour vous parler parce que je pense que c'est très important que tout le monde en ait conscience, de parler de sécurité nationale et internationale. À mon sens, ces expérimentations qui sont faites en fait par des scientifiques payés par la Fondation Gates, j'ai rien contre la Fondation Gates, mais bon, ils ont une certaine façon de voir la science et de voir
on appelle ça le solutionnisme. Voilà, il y a un problème, par exemple, de malnutrition. Ben voilà, on trouve des solutions. Ok. Technologique. Technologisme. Là, je pèse mes mots. Je trouve que c'est parfaitement irresponsable de faire ça au Burkina Faso. Quand vous connaissez la situation au Burkina Faso, où le djihadisme est quand même juste aux portes. Il y a un mousticarium avec des bestioles génétiquement modifiées à Bobo Dioulasso, à la frontière malienne. Moi, personnellement, je trouve que c'est dingue, quoi. Voilà. Bon, ça n'a rien de scientifique, mais je pense que, si vous voulez, quand on parle de technologie, on doit s'intéresser non seulement à la science, non seulement à l'éthique, mais on doit s'intéresser à l'économie, on doit s'intéresser à la sécurité, enfin. Oui, je suis d'accord. Merci. Oui, merci. Restons peut-être sur ce forçat génétique. Est-ce que ça peut être aussi adapté? On a commencé à en parler sur les végétaux. Est-ce qu'on peut effectivement imaginer des végétaux plus résilients face au changement climatique, à des sécheresses, oui, mais pas par forçage génétique, là, par contre. Là, ça sera uniquement sur du CRISPR. Mais il y a déjà des essais sur du blé sans les protéines qui provoquent la maladie de cœliaque. Donc, pour que les gens atteints de maladie de cœliaque pourront manger de nouveau leur baguette, donc à base de blé, mais sans les protéines qui provoquent... En fait, en vous écoutant un petit peu, ça permet de démystifier vraiment ce CRISPR et de voir qu'il y a des applications hyper concrètes, voire gadgets un peu sur les tomates qui pourraient rendre aimables comme les carottes. Mais est-ce que c'est pour nous rassurer que vous nous dites ça, ou en fait il y a vraiment CRISPR, la manière dont certains médias en parlent et veulent un peu nous faire peur, et la réalité qui est au final assez banale? Mais la réalité, franchement, la réalité, bon, ça peut être dangereux. Ça, je veux surtout pas le nier parce que mais de toute façon, un chercheur peut être dangereux, quoi qu'il soit, mais pas tous quand même. Il y en a qui sont gentils. Mais CRISPR... Un peu taquin, mais gentil quand même. Voilà. CRISPR, ça fait gagner du temps. CRISPR, ça fait gagner du temps. Voilà. Ça fait gagner du temps pour tout ce qui est je parle que des végétaux, là, pas pour soigner une maladie, mais pour tout ce qui est des végétaux, ça fait gagner du temps. C'est quelque chose qu'on pourrait avoir, mais qui fait gagner du temps parce qu'on n'a pas tous ces croisements, toutes ces sélections, et gagner du temps, gagner de l'argent. Voilà. Après, au niveau économique, je ne sais pas ce que ça va donner parce que CRISPR, quid des brevets CRISPR? C'est une bataille sans fin qui dure depuis plusieurs années. Et je ne sais pas, une plante modifiée par CRISPR, est-ce qu'il va y avoir un brevet? Comment ça va être commercialisé? Ça, j'en sais rien, je ne suis pas du tout compétente. Ce que je sais, par contre, c'est qu'une plante modifiée par CRISPR, personne n'est capable de dire qu'elle a été modifiée par CRISPR. Donc le champignon qui ne noircit pas, il peut y avoir des contrôles, tous les contrôles que vous voulez, mais personne ne peut voir qu'elle a été modifiée par CRISPR, puisqu'il n'y a aucun ADN étranger qui est dans cette plante. Et elle pourrait exister dans la nature. Donc, on voit bien les problèmes que ça pose. Alors, de toute façon, il y a des... Oui, après c'est vraiment de la politique. Hein, c'est-à-dire qu'on peut considérer... c'est ce qui est en train de se passer au niveau de la Commission européenne. Hein, c'est effectivement, il n'y a pas de traçabilité. Puisqu'on ne met pas d'ADN étranger, donc on fait comment? Contrairement aux OGM, où il y a... Contrairement aux OGM, bah oui, si on modifie un maïs en mettant du BT, il suffit de faire une analyse ADN, un PCR, et hop, et on voit tout de suite. Là, il n'y a pas. Donc, il y a une grosse bagarre là-dessus, où tout le monde est tout le monde a sorti les couteaux. Que ce soit les associations environnementalistes qui sont contre les OGM, eux les appellent les OGM cachés, et puis en gros les pro-business, on va dire, qui parlent de, alors je crois que c'est NBT, New Breeding Technical, les nouvelles techniques de breeding, c'est faire pousser croisement. Avant de passer à vos questions et avant que ça aille un peu plus loin entre vous sur les petits détails, ça va très vite, on vient de le voir là. Qu'est-ce que ce serait si on refait cette conférence dans un an?
le tome 2, Aline, de votre livre, ou d'abord peut-être Béatrice, ce serait quoi? Où on en est aujourd'hui dans les labos? Quelles sont les avancées? Est-ce qu'on pense à de nouvelles applications CRISPR? Est-ce que cette conférence est déjà caduque alors qu'on l'a commencé il y a 1 heure ou... Presque, mais bon, on peut recommencer demain si vous voulez. Non, effectivement, non, ça va évoluer, ça va être de façon plus sûre. L'outil CRISPR est de plus en plus sûr, puisque maintenant, bon, on garde l'image pour que tout le monde comprenne, on coupe l'ADN avec des ciseaux, mais maintenant, les outils, là, les derniers outils qui sont sortis, on ne coupe plus l'ADN. On va le modifier sans le couper. Donc voilà, parce qu'il y a Cas9, Cas12, Cas13 et tous leurs dérivés. Donc maintenant, les derniers outils qui sont un peu plus délicats à manipuler, mais moi je les ai manipulés, qui se manipulent, hein, voilà, on ne coupe plus. Donc déjà, on enlève toutes ces coupures pour rien ailleurs. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a encore des effets secondaires. Mais voilà, l'outil CRISPR évolue tous les mois. Sur l'une de vos spécialités, c'est le cancer. Est-ce qu'on peut espérer que sur le cancer, ça peut avoir des effets un peu plus intéressants que les tomates? Oui. Alors sur le cancer, là, actuellement, il y a effectivement, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est un tort quand même, c'est les traitements pour le cancer, donc les CAR-T-cells dont on a entendu parler. Donc là, on prélève les lymphocytes T d'un patient. On va les modifier par CRISPR. On va les modifier par CRISPR de façon... Les lymphocytes, c'est les cellules qui sont là pour se défendre. Donc on les sort, on les modifie, de façon qu'elles vont combattre la tumeur. Voilà. Et donc on les réinjecte au patient qui va du coup combattre la tumeur. Et ça marche pas mal du tout. Par contre, c'est un procédé très cher. Ces modifications c'est très encadré. Ça ne se fait qu'aux États-Unis. Donc, quand on est aux États-Unis, on peut penser qu'entre le temps où on prélève, on fait ça, il y a une quinzaine de jours. En France, on en est à 45 jours. Voilà. Entre le moment où on va prélever le patient, le modifier, le réinjecter, il faut 45 jours. Et là, juste pour rester là-dessus, la France s'interdit pour des questions éthiques? Non, c'est que la France n'a pas forcément... c'est pas développé partout, c'est développé qu'aux États-Unis. Après, il faut avoir les moyens, il faut... voilà. Vous voulez dire qu'il y a un problème avec le financement de la recherche en France? Oui, ça, je peux vraiment le dire, qu'il y a vraiment un problème. Aline, sur cette question, ouais. Oui, si on essaye de se projeter dans mon deuxième tome, si jamais je devais l'écrire, je crois qu'effectivement, comme on vient de le dire, les perspectives en santé humaine sont très chouettes. Et on attend tout ça avec une grande impatience. Hein. On a évoqué le cancer, là, on a un peu le sida tout à l'heure, et les maladies génétiques. Il faut savoir aussi les maladies génétiques, il y a des expérimentations très intéressantes qui sont faites sur des maladies congénitales de l'œil, parce que l'œil est quelque chose qu'on peut aussi traiter relativement facilement. Donc il y a ça, il y a ce dont on discutait tout à l'heure, qui est effectivement, faut-il ou pas toucher à la lignée germinale. Et puis enfin, j'espère que s'il y a deuxième tome, j'espère qu'on ne sera pas amené à reparler de bébés génétiquement modifiés en naissance, hein, parce que le problème, c'est que il y a un Chinois qui l'a fait. On s'est aperçu qu'on peut le faire, Béatrice l'a dit, on peut le faire relativement facilement. Il y a des pays où il n'y a pas de réglementation. Hein. Je voudrais citer... Enfin, le Chinois a quand même eu 3 ans de prison. Oui, hein, il a eu 3 ans de tôle. Il va sortir là. Et j'ai lu dans Nature, donc la revue Nature, qui est une revue scientifique, que des bioéthiciens chinois se posent la question des 3 enfants qui sont nés, savoir comment on va gérer ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que il faut, et ça c'est évidemment un vœu pieux, mais si vous voulez, on a évoqué les problématiques de temps en temps lors de ce débat, mais il faudrait qu'il y ait quand même des choses un peu plus construites, parce que les pays où il y a la réglementation qui est un peu floue, il y en a pas mal. Hein. Je vais prendre un exemple malheureusement d'actualité. Dans mon bouquin, je raconte qu'il y a un dénommé Rebrikov, qui est un Russe,
qui veut absolument faire un bébé génétiquement modifié pour le protéger de la surdité. Bon, Rebrikov est un type... Bon, au début, on l'a pris un peu pour un zozo. En fait, il est biologiste moléculaire, il peut très bien le faire. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver demain dans des pays où il n'y a pas d'interdiction stricte. En France, on est très protégé. La loi est très forte, et les chercheurs comme Béatrice sont vraiment tenus à une réglementation très très dure. Ça n'est pas le cas partout. N'empêche que sur Amazon, on peut acheter un kit CRISPR. Oui, alors on peut s'amuser, vous pouvez. Alors c'est un Américain. Alors lui, il est marrant, Joshua. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement un peu punk qui s'appelle les biohackers. C'est les gens, ils veulent se transformer génétiquement, ça les amuse beaucoup. Et donc Joshua a essayé, par exemple, de se faire des gros muscles, parce qu'il y avait un CRISPR utilisé sur les chiens pour faire gonfler leurs muscles. Il a utilisé la même technique, ça n'a pas du tout fonctionné. Du coup, il a créé sa start-up du nom de Odin. C'est quoi le rapport entre les deux? Mais si, parce qu'il est américain et bon, ça n'a pas marché et il veut gagner de l'argent, c'est normal. Et donc c'est lui qui vend. C'est un petit raccourci, ça quand même. Bon, c'est pas grave. On le coupera. Non, vous ne couperez rien du tout. Et donc c'est lui qui vend, voilà, pour faire du CRISPR sur des grenouilles. C'est quand même mieux. Je sais pas si quand vous étiez petit, vous avez eu droit à la petite mallette des chimistes. Bah là, vous pouvez acheter à votre môme la petite mallette du gentil CRISPR. Ouais, c'est cool, non dans les $200 quand même, la petite mallette du. Oui, c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Là, on vient de voir que effectivement, il y a eu un peu cette grosse anomalie avec ce chercheur chinois, mais que pour l'instant sur CRISPR, on va dire que c'est relativement gentillet par rapport au risque qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a un espèce d'accord tacite entre les chercheuses et les chercheurs, notamment dans les pays occidentaux, pour ne pas aller vers des dérives? Est-ce que ces dérives peuvent sauter à tout moment s'il n'y a pas de législation internationale? Non, bien sûr qu'il y a un accord. Bien sûr, ça c'est même pas. Enfin, l'accord, il est évident. C'est une barrière. Il y a une barrière. On a un mur qu'on ne franchira pas. Nous ne le franchirons pas. Après, vous, chercheuse au CNRS. Voilà, moi, chercheuse au CNRS, je ne le franchirai pas. Mais est-ce que d'autres chercheurs peuvent le franchir? Oui, certainement. Il y en a peut-être même qui l'ont franchi sans le dire. Ça, absolument. Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'on peut espérer qu'une technologie comme CRISPR au XXIe siècle, est-ce qu'on pourra éviter les erreurs du XXe où la plupart des technologies étaient d'abord destinées à la guerre, ensuite leurs applications étaient destinées à une minorité qui a les moyens? Est-ce qu'on peut espérer que toutes les technologies qui vont dans le bon sens, on a parlé du cancer, on a parlé des yeux et d'autres applications plus tard, pourront être ouvertes? Alors, à ma connaissance, pour le moment, la priorité n'était pas la guerre. On n'a pas, je pense pas je n'en sais rien, mais j'espère qu'il n'y a pas de CRISPR qui ont été utilisés pour modifier. L'exemple de la guerre. Oui, mais bon, on pourrait modifier, la guerre bactériologique, modifier des bactéries ou des virus. Je ne pense pas que le Covid-19 provienne d'un CRISPR, si c'est la question. Non, pas du tout. Là, non, pas du tout. Non, mais c'est pour dire, je pense pour le moment, ça a été vraiment utilisé pour améliorer les espèces végétales et surtout la thérapie. Voilà. Et quand même, la première chose, c'est pour les chercheurs, pour comprendre. C'est surtout ça, c'est utilisé dans les laboratoires. Il y a énormément de projets que d'abord, avant de modifier, il faut comprendre. Et donc ça se passe sur des cellules, dans des boîtes de pétri, dans des laboratoires, et c'est pas du tout. Et c'est vraiment l'outil là pour les chercheurs, c'est vraiment très bien. C'est juste que ça fait du bien d'entendre qu'il y a cet accord tacite, que les chercheurs prennent le temps, que à part ce chinois aujourd'hui, voilà, c'est juste que je voulais vous entendre dire ça. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que je parlais de Asil Omar 1974 tout à l'heure. Il y a eu sur le génie génétique, qui a essayé d'avoir justement un accord un peu formel, éthique et à la fois politique aussi, puisqu'il y avait des chercheurs du monde entier à l'époque. Doudna, donc qui est la prix Nobel, Jennifer Doudna, elle a fait la même chose en fait en 2015 dans la Napa Valley, parce qu'elle est californienne, et elle a essayé de faire Asil Omar numéro 2.
là-dessus. Bon, force est de constater que donc c'était en 2015. En 2018, les enfants chinois sont nés, donc ça n'a pas vraiment fonctionné, son truc. Bon, moi, je l'ai interviewée à plusieurs reprises, hein, et elle m'a dit, bon, elle est très surveille tout à fait son langage, donc elle, bon, pour elle, elle dit, bon, voilà, il y a des organismes internationaux, il y a l'ONU qui doit faire attention. Bon, tout le monde sait que bon, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc bon, je crois qu'il faut rester, faut pas s'inquiéter plus que ça, mais il faut quand même pas non plus penser que voilà, que tout est verrouillé. Dernière intervention avant de parler passer à vos questions. Pour conclure, nous, ce qu'on aimerait, les chercheurs. Attendez, avant de conclure. Non, pour conclure là, pour conclure sur CRISPR, ce que l'on voudrait, c'est avoir la même chose que l'ICCD. C'est-à-dire avoir des sommets internationaux pour les règles sur CRISPR. L'ICCD, voilà. juste, c'est sur le climat. C'est la même chose. Et le GIEC. Voilà. Okay. Donc la même chose que le GIEC, avoir la même chose au niveau de CRISPR. Et c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire parce que tous les pays sont... Il y a bien des associations, il y a bien des normes, mais une fois on est OGM, après on n'est pas OGM, après c'est très compliqué. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait le GIEC sur CRISPR. Le GIEC du CRISPR, merci. On peut déjà vous applaudir. Merci beaucoup.